Bonjour à tous. Vous m'entendez bien là comme ça? Donc, merci beaucoup Justin pour tous ces rappels qui en effet vont permettre justement d'introduire la suite. Donc c'est parfait. Alors, moi je suis François-Xavier Petit. En quelques mots pour vous dire en réalité d'où je parle, de trois différentes positions si je puis dire. Je viens des sciences humaines. Moi je suis historien et anthropologue. J'ai enseigné à la Sorbonne et à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc c'est avec ce prisme des sciences humaines qu'aujourd'hui, je regarde les questions numériques comme, non pas enjeu technologique, mais comme lieu du changement social, comme lieu d'effet sur le travail et autres aspects, mais à partir de cette question des sciences humaines. Donc ça, c'est la partie plus académique. Comme ça, j'ai une partie peut-être plus politique et institutionnelle. J'étais au cabinet du ministre du Travail entre 2012 et 2015, Michel Sapin, François Rebsamen, un tout petit peu Myriam El Khomri, donc avec un prisme plus politique institutionnel qui m'a permis aussi de voir un peu ces questions de travail. Et puis, dernier sujet, je dirige aujourd'hui l'Institut d'innovation et de recherche qui s'appelle Matrice, où le principe est justement, à travers un regard sciences humaines, avec nos sociologues, anthropologues, historiens, philosophes, de questionner les questions contemporaines, de les aborder d'un point de vue recherche, mais aussi de tenter de produire des solutions, d'être à la jonction de ces deux mondes-là, où bien souvent la recherche fait de la recherche, mais ne se préoccupe pas des conditions concrètes, et les entreprises ou les acteurs qui produisent ne se préoccupent pas énormément de questions de recherche. Chacun vit dans son monde. Tout l'enjeu est d'essayer de faire les deux et donc de basculer d'une perspective analytique à une perspective de production au fur et à mesure. Voilà. C'est avec ces trois casquettes-là, si vous voulez, plus académiques, plus institutionnelles ou plus pratiques, que je vais essayer de vous dire quelques éléments aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, et dans la perspective, dans la suite pardon, de ce qui a été dit, d'abord un élément un peu très macro, et puis ensuite on redescendra plus précisément sur le travail et l'emploi, et surtout le travail en vrai, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, quelques éléments qui sont assez utiles, qui viennent du rapport qui est un peu attendu tous les ans, le rapport de Stanford, l'IA Index, qui nous donne les grandes tendances de l'intelligence artificielle, et notamment de l'intelligence artificielle générative, sur l'année écoulée. Donc là, c'est le rapport de 2024, donc, qui part de 2023. Avec comme premier élément une accélération forte de ce travail des travaux globaux sur l'intelligence artificielle. Le premier sujet, c'est le nombre de modèles d'apprentissage. Par modèle d'apprentissage, ce sont justement ces gros modèles type ChatGPT, type Gemini, ces énormes modèles qui sont entraînés sur des millions, voire des milliards de données et qui sont capables justement de produire des outils conversationnels type ChatGPT et autres. Donc 51 modèles développés en 2023 par l'industrie, contre 15 pour les académiques, mais beaucoup en collaboration, qui est un signe assez intéressant justement de cette alliance plus forte entre la recherche et les professionnels, avec toujours une domination très grande et des Américains, d'une part, et des GAFAM, ce qui pose un certain nombre de sujets, puisque Google et OpenAI sont les deux principaux détenteurs de modèles dits de fondation. Deuxièmement, l'extraordinaire puissance financière des investissements dans l'intelligence artificielle. Et là aussi, c'est intéressant d'avoir les ordres de grandeur. Quand on voit à quel point la puissance de calcul est importante pour GPT-4, même chose pour Gemini, alors il part de plus loin en fait, hein. Google a rattrapé une forme de retard, donc c'est pour ça que Google a investi plus. Si on devait mettre bout à bout les investissements sur GPT 1, 2, 3, 4, on arriverait un peu au-dessus, mais ça dit à quel point il y a des investissements absolument importants à cet endroit-là. Ça dit aussi beaucoup de choses. On a souvent l'impression que l'informatique, c'est très invisible, très évanescent, parce que tout est dans le cloud, avec ces métaphores qui, en fait, viennent invisibiliser, en réalité, des infrastructures techniques très puissantes, du travail humain aussi. La Banque mondiale, dans un rapport récent, estime à 430 millions de personnes dans le monde qui travaillent derrière la machine, que ce soit dans le cadre notamment de l'intelligence artificielle générative, par exemple. Vous avez, surtout au Vietnam ou à Madagascar, des bataillons de travailleurs dits du clic, dont le métier est d'annoter
les bases de données pour dire que ce pixel appartient en effet à une oreille de chat, de chien, de vache, si je reprends l'exemple, pour que justement la machine puisse apprendre. Donc derrière cette impression de dématérialisation, d'invisibilité, il y a en réalité une réalité du travail qui est très très largement invisibilisée. Et ces chiffres montrent aussi que ces investissements-là vont aussi dans du travail humain. Autre élément important, le déséquilibre entre les différentes puissances, puisque c'est bien les États-Unis, et là on le voit à travers le nombre de modèles, qui aujourd'hui tirent véritablement le travail sur l'intelligence artificielle et qui posent plein de questions. Si vous demandez par exemple à ChatGPT qui a inventé l'aviation, si tant est qu'on puisse inventer l'aviation en tant que telle, enfin, admettons qu'on pose cette question. Vous avez plusieurs réponses possibles. On pourrait dire, voilà, c'est les frères Wright, d'une part, mais on peut dire aussi c'est Clément Habert, le français, ou alors on peut dire c'est Santos Dumont, le brésilien. Poser la question à ChatGPT, alors les choses se corrigent un peu, mais la réponse est plutôt du côté américain. Peut-être surprise. Mais justement, voilà, le nombre de modèles aussi produits à cet endroit-là donne des éléments. Donc, là encore, la question de la neutralité du web, de l'informatique et de l'intelligence artificielle est largement contestable. Le troisième sujet, c'est le caractère assez incomparable, et ça c'est intéressant, le caractère assez incomparable des différents modèles, c'est-à-dire que à ce stade, on manque des éléments et des critères d'analyse qui permettent de les comparer et de voir qui sont les plus responsables et des données et de leur usage et justement d'un travail sur les biais. Alors, Google se vante d'être en avance sur les autres sur ces questions-là. La réalité, c'est un problème majeur, c'est que l'intelligence artificielle générative, les modèles type ChatGPT, étant des énormes modèles de calcul, qui, à la différence d'un travail de recherche qui a pour mission de créer une forme de traçabilité. Donc, quand un chercheur cite quelque chose, il le relie à l'origine, à une source. Précisément, ces modèles-là, par la multiplicité des calculs, coupent le rapport aux sources, ce qui est une énorme problématique en réalité. Alors, commencent à se développer des modèles qui essayent de faire l'inverse, mais pour le coup, c'est difficile. Et donc voilà, il y a une forme de flou réel à cet endroit-là pour pouvoir comprendre comment ces objets fonctionnent. Si on passe à la slide suivante, quelques autres points. Un point qui n'est pas négligeable, qui est que l'open source de ces modèles un certain nombre de ces modèles sont en open source et que l'open source est en progrès. Alors, en progrès, pas simplement parce que c'est important l'open source, mais parce que les producteurs de ces modèles comptent beaucoup sur les individus, chacun d'entre nous, qui, à travers nos requêtes, à travers nos questions, viennent enrichir les modèles. Mais néanmoins, ça montre que les objets propriétaires et la dimension de privatisation de ces modèles-là n'est pas nécessairement ce qu'il y a le vent en poupe. Et en ce sens, l'Internet et toutes les dynamiques justement collaboratives résistent même à travers l'intelligence artificielle. Alors ensuite, et je vais passer vite parce qu'on y reviendra après, l'impact sur la productivité. Alors là aussi, ça fait partie des éléments qui sont très discutés et très contestés. Pour Stanford, pour le rapport de Stanford, du manque un mot, oui, l'intelligence artificielle a un effet positif sur la productivité des salariés. De la même manière, le comité d'experts placé auprès du Premier ministre, la commission Aghion, dit la même chose. Et enfin, deux éléments qui sont là aussi intéressants, c'est que la réglementation se développe. Alors, souvent on dit que les Américains innovent, que les Européens régulent et que les Chinois produisent. En réalité, c'est pas exactement ce qui se passe. Les Américains ont commencé à réguler. Alors, on verra ce que ça donne avec Trump. Pas forcément des bonnes choses, mais même forcément pas des bonnes choses, plutôt. Mais néanmoins, la réglementation commence à arriver sur ces sujets. L'IACT, par exemple, en Europe, a été un texte majeur. Il n'y a pas que l'Europe qui se préoccupe de ces sujets. Et puis enfin, et surtout, de plus en plus, la population se sent concernée, population au global, et salariés, travailleurs, indépendants aussi. De plus en plus, et ça c'est les sujets qui viennent après, avec une forme d'inquiétude ou d'espoir paradoxal dans ces différents sujets, et c'est ce qu'on va regarder juste après. Alors justement,
Donc ça, c'était voilà, pour une espèce de panorama global pour voir où est-ce que l'on en est. Mais notre question aujourd'hui, et c'est ça le vrai enjeu, même au-delà d'aujourd'hui, c'est ça le vrai enjeu, les impacts sur le travail et l'emploi. On va regarder... C'était pas un effet prévu, mais ça va le faire quand même. On va regarder ça à partir notamment de trois grands rapports qui ont un peu marqué la manière dont l'intelligence artificielle s'est développée dans le travail. Le premier, c'est le rapport de 2013, l'année premier rapport qui, en tous les cas, fait beaucoup de bruit au-delà de la communauté scientifique et pénètre aussi les mondes du travail. C'est le rapport l'étude de Frey et Osborne, qui sont deux chercheurs d'Oxford, et qui démontrent et qui tirent la sonnette d'alarme que 47% des emplois sont menacés par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que 47% des emplois, et notamment du côté des tâches routinières, sont remplaçables à terme, le terme n'étant pas défini, mais sont remplaçables à terme par des machines. Ce qui a de quoi faire frémir. Si on se dit qu'un job sur deux est voué à disparaître dans un temps relativement court, parce que ce n'était pas à 50 ans, hein, c'est plutôt à 10, 15, 20 ans, alors on a un véritable problème. Alors, ces travaux et ces analyses ont été largement contestés, et à l'autre bout du spectre, il y a un travail qui, moi, me paraît particulièrement fondateur, qui est celui de David Autor, qui est un sociologue américain, et qui démontre exactement l'inverse. Et qui démontre exactement l'inverse. D'ailleurs, j'en parlais avec le paléoanthropologue Pascal Pic récemment, qui me disait, écoute, c'est pas compliqué, depuis l'invention du feu, il n'y a pas une seule révolution industrielle qui n'ait pas été plus créatrice d'emplois que destructrice. Et donc, ici, j'en mets ma main à couper, ça se passera pareil. Espérons que la main de Pascal Pic restera au bout de son bras. Mais néanmoins, c'est que ça. Qu'est-ce que dit David Autor? Il dit que la réalité du travail, c'est pas simplement des tâches qui peuvent être supprimées, pas supprimées. La réalité du travail, c'est qu'il y a des acteurs professionnels qui, face à l'obstacle, face à l'outil, inventent des solutions, trouvent des endroits où leur pertinence et leur plus-value est là, résistent de plein de manières que ce soit. Que par ailleurs, l'émergence de nouvelles tâches, de nouvelles capacités, eh bien, suppose des professionnels pour pouvoir les mener à bien. Et que par conséquent, l'effet positif sur l'emploi de l'intelligence artificielle peut exister, à une condition, qui est qu'on prenne en main l'intelligence artificielle d'une manière pertinente. Et c'est là qu'on retombe sur l'un des grands clivages qui traversent l'intelligence artificielle depuis les années 40, juste à en redonner quelques éléments. C'est le conflit, un vrai conflit entre deux familles de pensée. La première est une famille de pensée qui pense qu'en transférant à la machine les règles du raisonnement humain, toutes les règles du raisonnement humain, à la fin, la machine peut faire aussi bien, mieux et remplacer l'humain. Et le pari, il est très simple, hein, il est de dire, si on donne à la machine les règles de l'alexandrin, avec 12 pieds, avec les mystiches, avec la rime, etc., à la fin, la machine finira par faire du Shakespeare. Première famille, celle plutôt du remplacement. Puis il y a une deuxième famille qui dit, ça n'existera pas, ça ne marche pas comme ça. Faire du Shakespeare, c'est pas simplement faire des alexandrins, des vers en 8, 10 ou 12 pieds, avec des rimes. Shakespeare, c'est bien autre chose. C'est une musicalité, c'est une émotion, c'est une histoire, c'est tout ça, en fait. Avec, en effet, une langue maîtrisée. Mais, à l'évidence, ce n'est pas qu'une mathématique du vers, c'est autre chose. Et là où l'intelligence artificielle est utile et intéressante, c'est pas pour remplacer, c'est un fantasme. Alors, on aime bien se faire peur, mais ça ne reste que de l'ordre du fantasme. Là où l'intelligence artificielle sera utile et intelligente, c'est dans une version d'augmentation, sur comment est-ce qu'elle augmente nos capacités et nos facultés pour pouvoir mener à bien les tâches qui sont les nôtres. Et par conséquent, il ne s'agit pas de remplacer ou de supprimer les humains, il s'agit de dire comment est-ce qu'on l'intègre en réalité dans notre manière de travailler et de procéder pour être plus intelligent, plus rapide, plus collectif,
pour remplir des besoins qui n'étaient pas couverts et pas remplis jusqu'à présent, mais que donc la question de remplacer, supprimer, déplacer, en première lecture, elle est là, elle fait peur, mais en réalité, c'est pas ça qui se passe. Et donc c'est dans ce second courant qui moi, me paraît beaucoup plus intéressant que David Autor s'inscrit. Alors, avec une idée qui est de dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas soit ça remplace, soit ça augmente. C'est-à-dire qu'il va falloir tricoter, métier par métier, branche par branche, entreprise par entreprise, la façon dont l'intelligence artificielle peut avoir un effet pertinent et positif. Et c'est là qui est le vrai défi. Parce que, je tire un peu sur la suite, je le dirai après, mais ce qui ressort, c'est que, en vrai, c'est des réglages extrêmement fins. Ça tient à très peu de choses de faire basculer l'intelligence artificielle d'un côté pertinent, qui rend capable, versus d'un côté qui, au contraire, déqualifie complètement. Ça tient à très peu de choses. Et donc, c'est pas comme s'il y avait d'un côté les bonnes pratiques, très très bonnes, et de l'autre côté les mauvaises pratiques, très très mauvaises. Le réglage est particulièrement fin et dépend de beaucoup de contextes différents. Parce que vous voyez, j'ai indiqué là, en dessous des deux rapports de 2013-2015, qui sont des tâches routinières. L'analyse de ces rapports, en effet, se pose plutôt sur les tâches plus routinières, plus répétitives. Celui de 2023, normalement, il y avait des tâches cognitives qui apparaissaient, mais non, ça a peut-être sauté dans la diapo, enfin, peu importe. Ouais, bah voilà, c'est là. Magnifique. C'est mieux, c'est pour ça. Du coup, en effet, ça dépend de chaque contexte. J'intervenais il n'y a pas très longtemps pour des fédérations de personnes handicapées qui disaient on entend partout que l'intelligence artificielle c'est génial parce que ça va supprimer les tâches répétitives, fastidieuses et routinières. Et les professionnels justement de l'insertion de personnes handicapées en milieu ordinaire disent nous on a besoin de ces tâches routinières. On a besoin justement de pouvoir encadrer dans des formats extrêmement précis un certain nombre de salariés dont la sollicitation cognitive ne peut pas être celle de l'instabilité, de l'évolutivité, mais doit être au contraire extrêmement processée. Donc il n'y a pas des bonnes tâches à supprimer, enfin, des tâches à supprimer parce qu'elles sont mauvaises et des bonnes tâches à conserver parce qu'elles sont intéressantes. Il y a partout à reconstruire un dialogue et une réflexion sur le travail pour voir ce qui est pertinent à conserver dans ce contexte-là, si typiquement on a ce type de travailleur, ou alors pas pertinent dans un autre contexte, on a d'autres types de travailleurs avec d'autres vécus, d'autres histoires, d'autres mémoires, d'autres questions. Et ce qui, en fait, nous sort complètement de la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pratique, est-ce qu'il faut ça? La question c'est comment est-ce qu'on l'emploie et comment est-ce qu'on en fait quelque chose d'utile et de pertinent dans ce contexte à ce moment qui ne sera pas le même dans un autre contexte au même moment ou pas le même dans notre même contexte d'entreprise, mais dans un an ou dans 2 ans, et on reviendra sur la dimension temporelle juste après. Le troisième, le dernier rapport, il est intéressant parce que c'est celui plus récent de l'OCDE, qui en fait, alors lui, estime plutôt à 27% les tâches menacées par l'intelligence artificielle. C'est plus menacé que supprimé, donc déjà, on a progressé à cet endroit-là. Par contre, ce que pointe ce rapport et qui est intéressant, c'est de dire que c'est pas seulement les tâches routinières qui sont menacées, c'est aussi, et peut-être surtout, un certain nombre de tâches dites cognitives et qui correspondent à des degrés de qualification et de spécialisation beaucoup plus élevés que ce qu'on aurait pu imaginer au début, et que par conséquent, tout le monde est concerné par la progression des systèmes d'intelligence artificielle. Néanmoins, et ce que je voulais dire sur cette slide, c'est que arrêtons peut-être de nous torturer avec 47%, 27%, 9%, etc. Laissons de côté la question de l'emploi pour rentrer dans la question du travail. Et en fait, pour une fois, et c'est ça qui est plus intéressant, le nombre d'emplois créés ou détruits dépend de comment est-ce qu'on organise pour de vrai le travail. Et donc, ayons cette entrée travail avant l'entrée emploi pour pouvoir véritablement positionner l'intelligence artificielle comme on veut et de manière pertinente, plutôt que justement de se faire peur avec ces types de rapports. Donc, le travail, et d'ailleurs, et si justement on passe à la slide d'après, si on regarde véritablement le travail, ce graphique est extrait des travaux du Laboria, donc ce labo commun l'INERIA, ministère du Travail, que Matrice opère, il montre quelque chose de très intéressant. Il montre que les salariés qui ont commencé à utiliser des intelligences artificielles versus les salariés qui n'en ont jamais utilisé ont
avec celle-ci un rapport complètement différent. Typiquement, vous voyez les deux premières colonnes. Ceux qui ont déjà utilisé l'IA trouvent qu'elle a un impact très positif. Il y a 20 points d'écart avec ceux qui ne l'ont jamais utilisé et qui subodorent pas vraiment un impact très positif. Ceux qui l'ont utilisé, 73% voient un impact plutôt positif contre 45% qui voient juste un impact plutôt positif. Donc il y a 30 points d'écart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vrai, tous ceux qui commencent à manier des systèmes d'intelligence artificielle sont très vite rassurés sur le fait que l'humain a encore de beaux jours devant lui. Et que si cet objet, si cet outil est pertinent, alors en réalité, il est loin d'être en capacité de remplacer les humains sur le spectre complet de leur tâche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des emplois et des métiers qui sont supprimés. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que, en réalité, l'hémorragie massive d'humains parce que des endroits peuvent être totalement robotisés n'a pas de réalité pratique ni de réalité statistique. Alors bien sûr, on saura toujours sortir un cas qui est de dire l'usine BMW de Munich, elle est entièrement automatisée, et il n'y a plus d'ouvriers, d'ailleurs il n'y a plus que des cadres, c'est un des points sur lesquels on reviendra après, et donc ça montre bien qu'on peut à des endroits supprimer des volants entiers de travail. Oui, c'est possible, à des endroits, mais dans une approche globale, ça ne fonctionne pas. Là où il y a une problématique réelle, c'est que entre les emplois qui peuvent être supprimés et les emplois qui vont être créés, la correspondance est très faible. Et dans l'histoire des révolutions industrielles, c'est la première fois que la correspondance est aussi faible. Si on revient au début du 19e siècle, au moment de l'industrialisation forte, enfin, au premier 19e siècle, au moment de l'industrialisation forte, pour des ouvriers agricoles, venir s'embaucher à l'usine et devenir ouvrier spécialisé est un saut qui est faisable. Modulo quelques jours de formation sur des tâches très prescrites, très petites, dans un format pré-taylorien, mais quand même déjà taylorien, c'est facile de faire ce saut-là. De la même manière, les jeunes filles de la campagne, les filles de ferme qui venaient à la ville devenir bonnes, certes, la bonne société les trouvait paysannes et mal dégrossies, mais néanmoins, pour pouvoir faire les tâches du ménage et de l'entretien de la maison, là aussi c'était un passage facile. D'ailleurs, elle le faisait déjà à la maison, à la campagne. Certes, les règles sociales sont différentes, mais c'est la même chose. Aujourd'hui, la question du passage, et c'est ça qui panique le monde du travail, la question du passage de j'étais hôte de caisse, cariste, manutentionnaire, à demain je suis data scientist, data analyst, ça se fait pas en nombre, peut-être pas du tout, et peut-être sur 1, 2 ou 3 générations. Encore faudrait-il que la promesse scolaire soit au niveau où on l'attend, et c'est pas le cas. Et donc, par conséquent, dans cette configuration-là, bien souvent, le monde du travail se trouve tout à fait prisonnier. De dire, ok, d'accord, au global, il y a peut-être un nombre d'emplois qui est équivalent, voire supérieur, mais dans mon cas, c'est plutôt le fond de l'impasse. Et peut-être qu'à 3 générations près, ce sera cool pour nous, mais en attendant, c'est quand même bloqué. Et donc, la difficulté, elle est plutôt à cet endroit-là, en réalité, si on regarde l'emploi, dans cette correspondance-là, entre des volants de travailleurs disponibles, et potentiellement disponibles, et des volants d'emploi qui trouvent pas preneurs. Avec un risque de polarisation encore plus extrême du monde du travail, entre ceux qui vont être aspirés par toutes les transformations nécessaires, et ceux qui, au contraire, vont se sentir amenuisés dans leur rôle et dans leur puissance d'agir, justement par l'impossibilité de pouvoir trouver une place professionnelle. Voilà, ça c'est ce qui est important dans le labor. Alors, si on passe à la diapo. Désolé, je ne vais pas vous empêcher de téléphoner. Alors, juste celle d'avant. Voilà. Si on passe à cette diapo-là, il y a aussi un élément d'accélération dans la technologie qu'il faut souligner et que je veux souligner à cet endroit. Vous voyez, sur le premier sujet, sur la reconnaissance de l'écriture manuscrite, donc là, vous avez la dimension temporelle sur l'axe des abscisses,
la dimension temporelle qui progresse. Et puis vous avez, vous voyez, l'humain, c'est l'endroit où on a positionné le fait que l'humain était plus capable de faire que la machine. Vous voyez que sur un certain nombre de tâches, l'humain est dépassé et que la progression de certains champs de recherche est beaucoup plus rapide aujourd'hui qu'elle ne le fut. Donc, il y a bien match, il y a bien concurrence, et cette accélération-là des solutions est quelque chose qui perturbe beaucoup le monde du travail, à plusieurs niveaux. Ça, c'est la question de l'emploi. Mais si on traduit ça dans le champ du travail, on voit beaucoup de salariés qui disent « Vous imaginez l'humiliation que ça fait que d'avoir dû apprendre un métier, une technique, quelque chose, avoir fait des études, puis ensuite d'avoir commencé sa carrière, fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour maîtriser un geste professionnel, et de se retrouver face à un outil d'intelligence artificielle ou autre outil automatique qui, en 0,00001 seconde, est capable de reproduire ce que moi j'ai mis 15 ans à maîtriser. Et en fait, le sujet il est plutôt là. Il n'est pas tellement du côté de ces objets-là vont dépasser les humains. Non, il est plutôt du côté de voyez en fait ce que ça produit dans le monde du travail, dans le rapport de soi à son emploi, à son expertise, à sa capacité d'être un professionnel qui tient debout, qui est fier de lui, dont les enfants seront fiers, etc., etc. Dans cette question-là de dire où est passée mon expertise. Et autour de la question de l'intelligence artificielle, si on laisse encore une fois de côté la question de l'emploi qui est vraiment très indécidable si on n'ouvre pas le sujet du travail, la question elle est là. Elle est que fait-on de l'expertise? Comment est-ce qu'on sauvegarde l'expertise des humains? Comment est-ce qu'on la repositionne différemment? Comment est-ce que cette expertise, elle est au contraire renforcée par la présence de l'intelligence artificielle? Je vais donner tout de suite un cas. Pour revenir à David Autor, il insistait beaucoup sur un point. Il insistait sur le fait de dire, si vous regardez aujourd'hui le système de santé américain, en à peu près 10 ans, le coût du système de santé américain pour les Américains est monté de au minimum 200%, au maximum 600%. Voilà. Avec, alors, on est dans un cadre différent, et c'est quand on voit ces chiffres, on mesure aussi l'intérêt du système français, ça c'est un autre sujet. Mais il disait la chose, et avec des délais d'attente chez les spécialistes qui ont largement augmenté. C'est pas parce que c'est beaucoup plus cher que la qualité a entièrement suivi. Dans ce cas-là, en prenant par exemple ce que les systèmes d'IA sont capables de faire sur la détection des tumeurs, en analysant des milliers, des millions de radios pour pouvoir localiser, notamment des scanners du cerveau, pour pouvoir localiser des tumeurs, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. On peut dire, localiser un cancer, c'est un travail de médecin. Et c'est uniquement le médecin qui doit le faire. On peut dire aussi, outillés par l'intelligence artificielle, des infirmiers et infirmières spécialisés sont en capacité, parce que l'outil est là, de prendre ce rôle-là, de localiser, de fiabiliser le fait qu'il y a bien un cancer. Et que s'il y a cas plus litigieux, alors à ce moment-là, le médecin spécialiste peut intervenir, mais qu'en réalité, on peut avoir suffisamment confiance dans la fiabilité de la machine pour, en fait, ouvrir, élargir la tâche, et du coup, 1, baisser le coût, 2, baisser l'engorgement, et 3, venir non pas amenuiser l'expertise d'un professionnel de santé, infirmier, infirmière, mais au contraire la renforcer par l'accès à une nouvelle tâche. Donc vous voyez, cet exemple-là, il est intéressant, parce qu'il démontre que oui, si on dit ok, maintenant c'est la machine qui dit terminé, plus besoin du médecin, plus besoin de l'infirmier, on a perdu. Et France Travail, c'est par là-bas, merci, au revoir. Si on dit au contraire que on est capable, dans une analyse réelle de comment se fait le travail de santé, de repositionner la machine auprès de professionnels qui vont pouvoir avoir une action pertinente, alors là, ça devient intéressant et on gagne quelque chose parce qu'on est rentré par une analyse de où est l'expertise, comment est-ce qu'on préserve l'expertise, voire comment est-ce qu'on l'augmente. Et c'est là qu'on retrouve l'enjeu de l'intelligence artificielle, d'en faire un objet d'augmentation et pas un objet de réduction et de remplacement
du travail. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que partout, sur chaque sujet, la question, c'est de s'interroger sur comment est-ce qu'on fabrique ces configurations qui sont pertinentes et qui rendent les uns et les autres davantage capables dans la pratique de leur métier, non pas en ayant absorbé leur métier, mais au contraire en pouvant l'augmenter de capacités supplémentaires d'action et de capacités supplémentaires d'intervention, de compréhension, d'analyse, d'interaction, de relation. Ce qui veut dire plein de choses. Ce qui veut dire que si la machine est en capacité de faire cela, alors la formation du médecin, de l'infirmier, de l'infirmière doit être peut-être un peu moins biologico-physique, médicale, etc., et peut-être un peu plus psychologie, relation, capacité à interagir différemment. On connaît tous hein, ce cas du médecin qui ne sait pas psychologiquement gérer l'annonce du cancer et qui rate le sujet, même si sur le plan médical, il a complètement vu la tumeur, le cancer, etc. Mais l'attente, elle est un peu ailleurs. Et si la machine peut permettre justement de venir outiller à différents endroits en permettant de développer d'autres compétences, mais ça veut dire qu'il va falloir reconstruire en réalité la réalité des compétences qui sont nécessaires. Et c'est dans ce déplacement-là que se joue la réalité du passage à l'intelligence artificielle. Il y a tout autre dispositif automatique, parce que souvent, hein, Justin le disait, on cache derrière l'intelligence artificielle plein de choses qui sont parfois que des algos, parfois que des bases de données, mais qui sont peut-être tous les systèmes automatiques qui aujourd'hui font assaut sur le truc. Si on passe à la slide suivante, je voulais insister sur ce plan-là. C'est donc ça, les fonctions cognitives que l'IA touche, d'après le rapport celui de l'OCDE là, de 2023, toutes les fonctions cognitives qui sont concernées et qui, justement, se trouvent de plus en plus attaquées, en tout cas concurrencées par l'intelligence artificielle, pour bien montrer que ce n'est pas uniquement les tâches dites de base, mais que c'est aussi des tâches à capacité cognitive. Au-delà de savoir si c'est vrai ou pas vrai, si la génération d'images vaut mieux un vrai graphiste qu'une intelligence artificielle type Midjourney, c'est un débat qu'on peut avoir, mais qu'est-ce que ça dit pour le monde du travail? Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça dit que, quand même, une des promesses qui avait été faite, qui était de dire « Ne vous inquiétez pas les gars, on va supprimer les tâches pas intéressantes pour vous laisser les tâches intéressantes », elle n'est pas tenue. Et que même un certain nombre de tâches dites intéressantes, dites cognitives, sont aujourd'hui concernées. Et ça, au-delà de savoir si c'est vrai ou faux, la question c'est qu'est-ce que ça produit dans la réalité des mondes du travail? Qu'est-ce que ça produit? Ça produit ce sentiment de ne pas pouvoir se représenter l'avenir, de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Globalement, le monde du travail, depuis au moins les 30 Glorieuses, il vivait sur un certain nombre de promesses qui étaient plus ou moins vraies, mais quand même, la promesse de travaille bien à l'école et tu as un bon métier et tu vas monter. La promesse de mes enfants, ils auront une meilleure vie que moi demain. Là encore, c'est discutable, mais néanmoins, c'était les grandes promesses qui traversaient les mondes du travail. Aujourd'hui, l'une des grandes promesses aussi était de dire que plus on avance vers l'automatisation et vers le progrès, plus les métiers sont qualitatifs, sont intéressants, sont intelligents. Eh bien, c'est ça qui est remis en cause. Et c'est ça qui fait particulièrement peur. Et c'est là que, justement, la mobilisation collective, elle peut se jouer sur comment est-ce qu'on fait basculer ces systèmes du bon côté. Là aussi, je prends un exemple à la fois clair et un peu flippant. La question de l'usage de l'intelligence artificielle dans le cas scolaire, dans une classe. On peut dire, particulièrement intéressant, de pouvoir laisser la main au professeur pour donner aux enfants qui sont face à lui, et qui sont beaucoup plus divers que les enfants qui étaient face au professeur il y a 50 ans, des exercices qui sont plus adaptés aux difficultés de chacun et aux enjeux de chacun. Et là où le professeur tout seul n'a pas la possibilité de sortir 30 exercices différents, 15 parce que chacun a un niveau complètement différent, la machine, elle, peut le faire de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus ciblée. Et donc là, on a un cas d'augmentation qui est intéressant. On peut aussi avoir une approche un peu différente, qui est de dire, très bien, nous sommes en campagne, loin, au fond, là où il y a plus beaucoup de services publics, là où les écoles ferment au fur et à mesure, et de dire,
la solution pour maintenir l'école, c'est on rassemble tout le monde en classe unique, donc de la maternelle jusqu'à je ne sais pas où, et que du coup, on ne peut pas avoir un enseignant qui est capable de gérer tous les niveaux, donc on met un ordinateur, donc on met une intelligence artificielle qui va, en effet, lui, gérer tous les niveaux, et le seul humain qui est là, c'est plus le professeur, mais ça va être le CAP petite enfance, dont le rôle va être de faire la police et la discipline pendant que l'ordinateur fera l'enseignement. On n'en est pas là, ce cas n'est pas posé, mais vous voyez, vous avez dans un cas une augmentation intéressante, en disant ça permet d'aller plus loin que le travail uniquement du professeur et ça démultiplie. Vous avez dans l'autre cas la possibilité de venir complètement absorber l'expertise humaine de l'enseignant pour la transférer exclusivement à la machine avec des risques que ça ne fonctionne pas, qui sont très importants, et qui replace les humains dans une position qui n'est pas nécessairement la plus intéressante, qui est de faire du gardiennage, et où là, on a perdu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, ces tâches pénitives, elles sont concernées. Mais la question de comment est-ce qu'on les tourne et comment est-ce qu'on les orchestre, c'est elles qui se décident maintenant et qui se jouent à différents endroits et de plein de manières. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est mal et un problème d'avoir des classes uniques et d'avoir un ordinateur qui permette de... Mais la question c'est, on s'en sert pourquoi? C'est quoi le but? C'est occupationnel ou alors au contraire, c'est un vrai projet pédagogique? C'est une manière de acheter une forme de paix sociale ou alors c'est un autre contrat pédagogique avec les parents? Vous voyez, c'est à cet endroit-là qu'il faut qu'on pose les choses. Alors, justement, je voudrais rentrer un peu plus dans les différents cas du travail. Si on peut passer à la slide suivante, dans la réplique du travail vécu, parce que c'est ça qui compte le plus. Alors, vous renvoyez vers une étude. Vous renvoyez vers une étude qui est assez intéressante, qui est une étude du MIT de Eric, alors son nom est imprononçable, Bridolfsson, qui montre quelque chose d'assez intéressant. Ils ont testé l'utilisation d'IA générative dans le cas de centres d'appel. Et ils ont montré que la productivité était en hausse en utilisant l'IA générative. Alors pourquoi? Elle était utilisée pour préparer, par exemple, des scripts de réponse. Notamment. Elle était en hausse et surtout, elle était en hausse pour un certain nombre de salariés moins expérimentés qui, à travers la génération de scripts, de textes, alors soit à envoyer, soit en réponse au téléphone, ont pu être plus rapidement davantage experts. Donc ça, c'est intéressant. Et que cette approche-là faisait baisser le besoin d'appel à un manager, mais aussi faisait baisser l'insatisfaction des clients. Et l'insatisfaction des clients, elle se reporte très vite sur les agents, et du coup, c'est difficile de se faire engueuler toute la journée, et par conséquent, ça générait des turnovers très importants. Et donc, voilà. Là, dans ce cas précis, on a une approche intéressante. Et qui, en même temps, et le rapport le montre bien, une approche très glissante. Ça se joue à peu de choses près. C'est-à-dire que le fait d'avoir un script généré automatiquement pour pouvoir répondre mieux à la demande du client peut être intéressant et peut outiller un certain nombre de ceux qui sont les moins experts. En revanche, quand en face, on a l'impression qu'on est face à une espèce de semi-robot qui nous lit un script déjà complètement écrit, alors là, l'entièreté de l'expérience est dégradée. Donc vous voyez, ça se joue à rien. Ça se joue à peu de choses près. Et c'est là que, en fait, apparaît la vraie question. C'est que derrière le sujet de l'intelligence artificielle, c'est en fait un sujet, non pas technique, mais c'est un sujet de management. C'est un sujet de comment est-ce que on pense et on veut rendre le service qui est le nôtre, la production qui est la nôtre. Comment, quel type d'exigence, quel type de qualité, quel type d'expertise on veut projeter dans ce que l'on est en train de faire. Donc, arrêtons de nous cacher derrière la machine. Arrêtons de croire que l'intelligence remplace pas, fait ci, fait ça. En fait, le seul sujet, c'est quoi le projet professionnel qui va avec. Ça correspond à quel type de professionnel, ça correspond à quel type d'entreprise, ça correspond à quelle valeur et quelle culture de boîte, ça correspond à ça. Et donc, du coup, en fait, le sujet, c'est le management.
Le sujet, c'est le management. Le sujet, c'est l'organisation du travail. Le sujet, c'est la réflexion sur la qualité. Toutes ces questions qui traversent depuis toujours les mondes du travail, qui sont instrumentées de manière un peu différente à travers l'intelligence artificielle, mais bien souvent, on se réfugie derrière « Ah, bah, c'est l'IA » pour ne pas traiter ces questions. Et qui fait que, de plus en plus, et c'est ça peut-être le point le plus négatif, c'est que l'intelligence artificielle, finalement, finit par refermer le couvercle sur le travail, sur le monde du travail, par en refaire une forme de boîte noire en disant c'est pas nous, c'est la machine. Et ben c'est carrément nous, et c'est carrément le projet de management. D'ailleurs, dans une récente étude à Monoprix, un directeur de magasin disait arrêtez avec tout ça. Moi, ma vraie galère, c'est une galère managériale. Parce qu'en effet, les caisses automatiques, ça fait peur aux hôtes de caisse. Mais en même temps, une fois qu'on a réglé le problème de la peur, il y en a un autre, qui est que, du coup, quand on les retrouve à devoir manager 8 caisses automatiques, en général c'était 6 ou 8, ça crée d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'avant, elles étaient assises, surtout les femmes, avant elles étaient assises, aujourd'hui elles sont debout. Avant, elles pouvaient avoir aussi un peu des temps de pause entre clients. Maintenant, comme il y a toujours des clients partout, c'est beaucoup plus requérant et beaucoup plus sollicitant. Et donc, ça suppose des enjeux de management. Avant, elles pouvaient contrôler le fait qu'il n'y ait pas de vol quand les clients passaient un par un. Maintenant, quand il faut avoir l'œil sur 8 caisses, c'est beaucoup plus difficile de saisir où est le vol. Et donc, par conséquent, ce qu'elle nous remonte, c'est une charge cognitive beaucoup plus forte et donc une difficulté managériale beaucoup plus grande. Et en disant, ces caissières-là, elles ne sont pas forcément contre la caisse automatique. Ce n'est pas le sujet, encore une fois, du remplacement. Ça a plein de vertus. Mais ça a aussi plein d'effets de bord. Et ce qu'elles appellent, c'est qu'on traite ces effets de bord. Et bien souvent, et c'est ça ce qui est problématique, c'est que les mondes du travail nous disent on est dans un espèce de cadre managérial où on nous dit l'intelligence artificielle, ça va vous simplifier la vie, ça va apporter plein de trucs, ça va réduire les tâches fastidieuses, ça va remettre de la qualité dans votre métier. Et en fait, quand nous, Sarah et Duba, on parle de notre rapport à l'intelligence artificielle, en fait, on a l'impression de parler de complètement autre chose. On a l'impression de ne pas être dans le même monde, en réalité. On a l'impression que nous, on est face à différents sujets qui sont une surveillance plus grande, qui sont un amenuisement de l'espace de liberté. Et en fait, on ne comprend pas ce qu'ils nous racontent sur plus de qualité. Ça ne matche pas, quoi. Et donc, là encore, c'est vraiment la question de c'est quoi le dialogue managérial qu'on est capable de poser sur le maniement de ces différents outils. Avec là aussi une question extrêmement forte. C'est un autre exemple que je donne d'un salarié d'Air France qui me disait, voilà, moi je sais que mon métier devait être automatisé, en l'occurrence il s'agissait d'un métier où il traçait sur des cartes papier le trajet de l'avion pour savoir que s'il disparaît des radars à 4h42 du matin, eh ben, en fait il est à peu près à cette position. Je dis, pas de problème, je sais que c'était automatisé. Et donc, bon, c'est pas marrant, mais c'est la vie. Donc, oui, c'est intéressant, c'est pas contre l'automatisation. Mais l'autre sujet, il dit, donc du coup, maintenant, c'est automatisé, mais en fait, je me retrouve dans une situation où, avant, j'avais un métier, maintenant, je regarde un ordinateur faire mon métier. Et en fait, ce qu'on m'a demandé, c'est juste d'arriver le matin, je garde ma voiture, je laisse mon cerveau dans la boîte à gants, je monte au bureau, je regarde l'ordi. Puis à la fin, je redescends, je remets mon cerveau, je rentre chez moi et je fais ma vie. En vrai, c'est ça l'automatisation. C'est ça la promesse d'amélioration de la qualité, etc., de la fin des tâches faciles. C'est ça. Vous êtes sûr? Et c'est là que, alors je ne dis pas ce que ça induit personnellement, je ne dis pas la perte aussi d'efficacité et de productivité pour l'entreprise. Parce que du coup, il dit, dans ces conditions, moi, c'est non. C'est non. C'est non partout. Et c'était, on a eu cet entretien au moment, je ne sais pas si vous vous souvenez du référendum qu'avait fait l'ancien PDG Jean-Marc Janaillac, qui avait lancé un référendum avec plein de questions, et en disant si je perds ce référendum, je m'en vais. Le non l'a emporté à quelques pourcents, il est parti. Et donc, je lui demandais ce qu'il avait voté, il me dit j'ai voté non. Je lui dis mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui n'allait pas dans ça? Je n'ai même pas lu. J'ai voté non. Parce que c'est non. C'est tout. C'est fini. Ils m'ont coincé.
ben moi je les coince. Donc c'est non. Et en réalité, Macron il a dit qu'ils viennent me chercher. Ben moi c'est pareil, qu'ils viennent me chercher. Et donc ce sera non pour tout. Et donc on bloquera. Et alors, on en pense ce qu'on veut. Alors, je sais pas, le manager qui nous dit c'est scandaleux, voilà, c'est typiquement les salaires si vous voulez. Mais la réalité, c'est de dire que si vous n'êtes pas capable, en tant qu'entreprise, de fabriquer les contours de la manière dont on insère l'intelligence artificielle et autres dispositifs automatiques, en l'occurrence STPADIA, et autres dispositifs automatiques, pour pouvoir justement replacer cet individu à des endroits intéressants, comment, pourquoi, alors vous n'aurez que ces formats-là. Et faites confiance au monde du travail pour mourir les armes à la main. Donc ça va mal se passer. Donc le management. Donc ça se joue en effet à cet endroit-là. Et il y a des endroits où ça peut bien se passer. Je prends un autre exemple qui est aussi très intéressant en la matière et qui donne aussi à notre enseignement. Je travaille en ce moment avec l'INA, l'Institut national audiovisuel, vous savez, qui conserve à peu près 28 millions d'heures venues de la radio, venues de la télévision, pour en faire des archives. Bon, en à peu près 6 mois, les progrès de l'intelligence artificielle générative dans la capacité à décrire les fonds documentaires, à dire voilà, c'était telle émission avec Michel Drucker, tel jour, tel invité, tel machin, de manière extrêmement forte, vont bien plus loin que les humains. Et donc en 6 mois, les 200 documentalistes sur 900 salariés, hein, donc 200 documentalistes sur 900, quand il y a 200 personnes dans la boîte qui sont d'un coup mis sur la sellette, ça se sent un peu dans le climat social. Hein. Donc d'un coup, en 6 mois, vraiment mis sur la sellette. Mais quand on s'assoit avec à côté, quand on discute de, en fait, il se joue quoi, il se passe quoi pour de vrai dans votre travail. Comment est-ce que vous saisissez les choses? Ils me disent, bon, en effet, c'est pas très agréable d'être battu par la machine. En même temps, d'écrire les fonds toute la journée, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Et puis par ailleurs, une fois qu'on a des fonds qui sont particulièrement bien décrits, bah, tout le monde est bien avancé. Parce que celui qui va s'en saisir, il ne sait pas que les fonds sont bien décrits, et surtout il ne sait pas comment les interroger. Et a fortiori, s'ils sont tellement bien décrits, la question qu'on pose à ces fonds pour avoir telle et telle image, elle est beaucoup plus sensible, beaucoup plus précise à poser. Et donc, bah, nous, on prenait les commandes en disant je veux faire un film sur l'histoire du dialogue social, donc je sais aller chercher ça, ça et ça. Maintenant, je sais beaucoup mieux comment poser les questions et je peux accompagner le client qui va poser ses questions. Et en fait, en faisant ça, ils se décrivent eux-mêmes, sans le savoir, comme prompt documentaliste, comme c'est-à-dire celui qui est capable d'interroger l'intelligence artificielle. Et du coup, quand on discute, quand on comprend, quand on rentre dans le métier, en fait, on trouve tout à fait des combinaisons pertinentes entre les IA et les machines. Et voilà nos documentalistes qui basculent en prompt documentalistes et qui se sentent même plutôt valorisés et enrichis dans une tâche. Donc, vous voyez, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Mais là aussi, ça suppose de conduire ce type de dialogue, qui n'est pas qu'un dialogue autour des compétences et qu'un dialogue autour du travail. Parce que, ce faisant, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu technique, mais je rentre quand même dedans. Si les IA sont capables de mieux décrire les fonds documentaires et d'en tirer davantage de valeur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que France Télé et Radio France, qui jusqu'à présent sont obligés de donner leurs archives à l'INA, disent « Ok, on va continuer à donner les archives à l'INA, mais par contre, nous aussi, on va enrichir nos propres fonds et nous aussi, on va faire de la valeur, créer de la valeur avec nos fonds d'archives. Merci l'INA, bon, bah, vous servirez encore de dépôt légal, mais par contre, la production, on l'a fait nous-mêmes. Et donc, du coup, c'est pas juste un sujet de compétences qui bougent, mais c'est un sujet de modèle économique qui change. L'INA, c'est à moitié financé par le public, à moitié financé par le privé. Donc, quand on a 50% du modèle économique qui dépend des prestations, ça bouge quelque chose. Donc, vous voyez, d'un coup, on a des compétences qui bougent, le modèle économique qui bouge, un enjeu de dialogue social qui bouge, et donc l'ensemble d'un projet d'entreprise, d'établissement public à refabriquer à cet endroit-là. Et en fait, c'est ça, le vrai défi de l'intelligence artificielle. Ce serait simple si c'était qu'un sujet de dire, bah voilà, avant vous aviez telle compétence, ok, maintenant il faut telle compétence, on met en place des grosses stratégies de formation, et dans X années, tout le monde est formé, tout le monde est au point, et c'est parti, ça roule. En fait, c'est pas ça qui joue, c'est la capacité, dans une approche stratégique, à articuler les compétences avec le modèle économique, avec le projet d'entreprise, avec une vision
des métiers du monde du travail, avec un nouveau regard sur c'est quoi l'expertise, c'est quoi l'expérience, c'est quoi la qualité qu'on sait délivrer. Et c'est ça qui est difficile. C'est cette synchronisation, en fait, qui est particulièrement complexe à accrocher. L'autre grand sujet du monde du travail, après le management, c'est la manière dont on ouvre la possibilité aux professionnels d'avoir la main, d'avoir accès aux résultats et aux déterminants du résultat et du calcul qui est donné par la machine. Comment est-ce que je suis capable de dire attention, la pondération de tel facteur, elle est trop grande, elle est trop forte, il faut la baisser pour avoir un résultat plus pertinent. Comment je suis capable de dire et de comprendre la liste que me sort l'algorithme, pourquoi est-ce qu'il me sort cette liste? Et ça, c'est l'autre gros sujet de l'organisation, qui est de dire, en fait, vu que c'est un sujet tech, vu que c'est de l'algo, de l'IA et tout, eh bien, on considère que c'est à faire traiter par des techniciens, par des gens qui connaissent la tech, et quelque part au fond de la DSI, mais là où personne ne regarde. Alors que tous les autres sujets de l'entreprise, ils sont pilotés à tous les niveaux. Les RH, c'est piloté à tous les niveaux. Depuis l'équipe de base, qui est un manager, qui est un manager, etc., jusqu'en haut. Les finances, c'est piloté à tous les niveaux de l'entreprise. La tech, c'est jamais piloté à tous les niveaux de l'entreprise. C'est uniquement piloté du côté du sujet, de ceux qui produisent en réalité. Et donc, si on veut avoir une dimension qui préserve l'expertise, qui augmente les salariés, alors il va falloir que demain, eux-mêmes puissent comprendre les termes du choix et puissent peser sur les déterminants du choix. Donc, ce qui est difficile, c'est que, à la différence de plein de sujets où on sait que c'est le patron qui décide, on sait où est son bureau et si on veut aller le chercher, on peut aller le chercher. Là, aller chercher l'algo et les datasets pour dire non, vous vous êtes trompé, enfin voilà, ça n'a pas d'adresse et c'est ça qui est difficile. Mais néanmoins, et c'est là-dessus, je crois, que le monde du travail va devoir lutter sur la possibilité d'avoir accès au calcul, au raisonnement du calcul et à l'explicabilité de celui-ci pour continuer à être expert et pour continuer à être professionnel. Donc c'est, alors justement, l'un des autres exemples que je voulais donner, alors celui-ci on peut le passer, j'en ai dit un mot, mais on arrive aux questions des conditions pour que cela fonctionne. En effet, pour que cela fonctionne, je disais, il y a tout un sujet autour de la dimension managériale et tout un sujet autour de la dimension d'explicabilité et votre question est tout à fait judicieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est nécessaire que tout le monde puisse se dire comment est-ce qu'on fait de l'IA une alliée dans les organisations. Comment est-ce qu'on est capable justement de se dire ok, très bien, c'est là, c'est un sujet, on va la travailler pour pouvoir la positionner au bon endroit. Ça suppose tout le travail de démystification, les éléments que vous avez des pertinents en ce sens, avec le sujet de formation, non pas apprendre à tout le monde à entraîner des réseaux de neurones, c'est pas ça la question, mais apprendre au plus possible comment ça fonctionne, comment se calculent les résultats, comment se produit le fait d'arriver à cet endroit-là et à ce type d'approche. Et donc c'est toute la question d'une critique, au sens scientifique du terme, d'une critique des objets de l'intelligence artificielle. Le deuxième sujet, il est autour de la formation au sens de la cartographie des usages. C'est pour ça que je prenais l'exemple de s'asseoir à côté de chacun et de venir décrire son métier, de venir rentrer dans la réalité de celui-ci pour comprendre les endroits où on pourrait avoir besoin d'eux, les endroits qui, au contraire, supposent encore une présence, et très largement une présence humaine et indéfiniment une présence humaine, de manière à justement avoir une vision plus claire, métier par métier, chacun, et pas juste par des grands cabinets de conseil qui diraient dans quel métier il faudrait faire ci, ça. Non. Les vrais acteurs sur le terrain, chacun face à sa propre pratique, pour pouvoir justement trouver des endroits où on peut collaborer. Et puis enfin, le dernier sujet, il est autour de l'accompagnement, dans la question, en effet, d'analyser les risques, mais aussi d'analyser le modèle économique, d'analyser la chaîne de valeur et la chaîne de production, et ainsi en décrire des capacités de gérer
l'évolution des compétences internes et les besoins de compétences qui sont les nôtres. À cet endroit-là se joue aussi dans l'accompagnement cette capacité à entrer dans la boîte noire et à entrer dans l'algorithme et dans la machine. Alors, peut-être juste une petite citation du rapport Villani de 2018, qui a été fondateur, qui date maintenant un peu, mais qui reste important. La question, ce n'est pas celle du remplacement, c'est celle de la collaboration avec les machines. Et dans une complémentarité qui pose les deux termes que nous, on reprend derrière dans le Laboria, qui rendent les systèmes capacitants et non pas aliénants. Et donc, la capacitation, être capable de comprendre, être capable d'agir, être capable d'être expert, être capable d'être fier de ce que l'on fait. Bref, être un véritable professionnel, ça se joue à cet endroit. Et donc je voulais terminer par deux petits éléments sur une IA capacitante. Il y a plein de cas, en fait, où ça peut fonctionner. Je reprenais, c'est pour ça que j'ai monté cette image-là, l'exemple de la détection des tumeurs. Il y a plein d'autres cas où ça peut fonctionner. Le cas de remédiation, en disant, l'IA permet de réaliser une tâche que jusqu'à présent on ne savait pas faire. Et donc elle renforce, elle augmente notre capacité d'action parce que on est capable de faire plus. L'IA coopération, qui fait que l'association du travailleur et de l'IA donne une performance inédite. C'est une capacité d'analyse de données plus une expertise. Prenez un exemple. Il y a 5-6 ans, Watson d'IBM, quand il est sorti, disait Watson est capable de lire en une fraction de seconde ce que un médecin devrait lire pendant 90 ans non-stop pour pouvoir avoir le même degré, en termes de littérature médicale, pour pouvoir avoir le même degré de formation. Et là, c'est hyper intéressant, non pas de remplacer le médecin par Watson, mais d'outiller le médecin en disant « Ok, tu es face à tel cas, ton diagnostic est là, et ben, si ton diagnostic est à cet endroit-là, voilà ce que dit la littérature sur le diagnostic qui est le tien, et je te donne les éléments, et je vais les chercher pour toi, de manière à renforcer ta conviction autour d'un cas. » Donc là, cette dimension de coopération, on peut la trouver. Et sujet par sujet, on peut la trouver. C'est l'IA délégation aussi. C'est un autre cas qui peut fonctionner, où on peut déléguer un certain nombre de tâches pour justement se concentrer sur d'autres, à condition qu'elles soient plus pertinentes. Ou bien c'est l'IA, l'augmentation rationalisation, qui peut permettre de mettre, c'est l'exemple des centres d'appel, mettre plus de personnes au même niveau pour pouvoir justement être en capacité de mieux rendre un service collectivement à l'échelle de toute une entreprise. Donc vous voyez, on n'est pas enfermé par les systèmes d'IA. En tous les cas, on ne doit pas se laisser enfermer et on ne doit pas croire qu'ils nous remplacent ou qu'ils nous enferment. Parce qu'il y a des marges d'action. Et si on prend ces guides de lecture, alors on peut les trouver. Du coup, ça nous amène à un point, qui est ce petit schéma qui vise à dire une chose. On a besoin que le dialogue social devienne aussi de plus en plus un dialogue social technologique. Pas seulement sur les sujets un peu classiques du dialogue social technologique, on dira télétravail, on dira équipement informatique, on dira ok d'accord, très bien, on dira droit à la déconnexion. Mais la question c'est comment est-ce qu'on fait des outils informatiques du travail des endroits débattus, de l'algorithme. Je trouve qu'il pondère trop à cet endroit-là. Je trouve que le jeu de données, il n'est pas assez représentatif de ci et de ça. Je trouve que l'apprentissage automatique, il dévie dans un sens et dans un autre. Je tiens à donner des exemples qui étaient justes. On s'est aperçu avec la justice algorithmique, les tests de justice algorithmique, déjà ils ont été appliqués à la petite délinquance aux États-Unis, dans laquelle les populations noires et pauvres étaient surreprésentées. On ne l'a pas testé sur la délinquance financière, dans laquelle les populations blanches, masculines, très insérées étaient surreprésentées. Donc on l'a testé déjà à un endroit. Et on s'est rendu compte que, à force de faire tourner l'algorithme, il devenait beaucoup plus dur avec les populations les plus précaires, parce que, en tant qu'objet mathématique, il avait appris que, en fait, les pauvres commettaient plus de délits, les noirs qui étaient les plus pauvres commettaient plus de délits. Par conséquent, le poids noir et le poids pauvre, c'est des mathématiques, rien de plus, devenaient des facteurs aggravants
et donc renforcer la sévérité de l'algorithme. Là où le juge humain, il a un concept qu'on appelle les circonstances atténuantes, l'algo, circonstances atténuantes, c'est pas un concept mathématique. Ça n'existe pas dans son mode de raisonnement. Donc ça veut dire que pouvoir dire, ok, on ne met pas l'algo à la poubelle, par contre, on est capable de gouverner la façon dont il apprend et dire, attention, là, tu tombes dans un biais. On est capable de gouverner les jeux de données. On est capable de régler la machine, et c'est ça notre expertise. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut ouvrir cette boîte noire, ça veut dire qu'il faut accepter de rentrer dans comment ça marche. Là où les ingénieurs nous disent, bah, super, venez, parce que nous, on est tout seuls, quoi. Et on a souvent, j'ai un ingénieur qui me disait là récemment, en fait, j'ai l'impression d'être un biologiste au début des années 2000. Au moment où ils ont réussi à cloner, ils pouvaient. Techniquement, ils pouvaient faire. Éthiquement, pratiquement, professionnellement, c'était quand même vertigineux. On est au bord du précipice, on peut faire des choses incroyables, mais on tombe. Et bien c'est pareil. Ils nous disent on peut faire des choses incroyables, mais on est tout seul. Et comme tout le monde dit c'est de la tech, vous comprenez, nous on ne comprend pas, débrouillez-vous, faites-moi un truc bien, et l'IA c'est génial, ça va plein de choses, on est tout seul. Et donc les ingénieurs, les informaticiens appellent aussi les travailleurs, les experts, les gens qui pratiquent, pour dire eh oh, on fait quoi? Aidez-nous. Et donc c'est ça que le dialogue social technologique demain doit incarner. Et enfin, je finis vraiment par un dernier élément sur la caractérisation des situations de travail. Je me disais, alors, on a développé avec l'ANAC, avec ICAM, avec d'autres acteurs, tout un processus qui permet de décrire son travail et de rentrer dans les endroits, ça s'appelle DIAG, dans les endroits où on peut justement discuter de celui-ci et comprendre la valeur de la machine, la valeur de l'humain, épouser des critères de responsabilité, et c'est les éléments qui arrivent juste après. Alors, ça, c'est les grilles, c'est ceux-là qui sont intéressants. 6 critères de responsabilité qui sont finalement les enjeux et les questions à se poser. Je disais tout à l'heure, c'est un sujet managérial. Si on pouvait commencer par se poser ces questions-là et par rentrer par ce sujet, on aurait déjà gagné. De dire, dans ce nouveau rapport entre l'homme et la machine, la reconnaissance, elle est où? Où est-ce qu'on a fait du bon travail? Qu'est-ce qui permet de le caractériser? Le savoir-faire professionnel, c'était l'exemple à l'instant T. Où est mon savoir-faire? Où est mon expertise? Comment est-ce qu'elle est préservée, augmentée, rassurée, confortée? L'autonomie au travail. Beaucoup nous disent, en fait, travailler, c'est régler les problèmes. Parce que oui, il y a les process qui sont écrits, oui, il y a les outils qui doivent fonctionner comme ça, et puis la vraie réalité du travail, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est que ça bug, c'est que le circuit ne marche pas, c'est qu'il faut bypasser, c'est qu'il faut bricoler, c'est qu'il faut ci, c'est qu'il faut ça. C'est ça le boulot. C'est ça le vrai travail. Quand c'est un logiciel qui fait, en fait, s'il bug, il bug. Fini. Et donc, moi, mon pouvoir de travailleur, c'est de faire « Allô, la maintenance », qui est un prestataire extérieur, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, mon autonomie, zéro. Et ça, c'est une douleur. C'est une douleur, mais, vous le mesurez, c'est une douleur incroyable de dire, en fait, je n'ai plus d'autonomie, je n'ai plus de marge de manœuvre, je ne peux plus travailler. C'est les gars, un banquier me disait, moi, ma hantise, c'est j'ai quelqu'un en face de moi, je crois à son projet, il est bon, il est juste, il est pertinent, je veux y aller. Je rentre les données dans l'ordinateur, et là, moment de panique, j'appuie sur Entrée, et là, l'ordinateur dit, non, ce client, il ne rentre pas dans les critères, bim, fini, terminé. Et moi, banquier, qui voulait y croire, je passe pour un abruti, en plus, parce que j'ai dit, ouais, c'est un bon projet, non, désolé, c'est pas possible. Je vois que le client, il me dit, mais en fait, tu sers à quoi? Enfin, la prochaine fois, je fais ma simulation sur Internet, et puis c'est tout. Donc, c'est une catastrophe pour tout le monde. Donc, la question de l'autonomie, elle est là. La question des relations humaines aussi, elle est posée. L'automatisation suppose souvent une individualisation du travail. Et donc, c'est quoi le collectif, en fait, qui va avec? Là aussi, vraie question. La responsabilité au travail. Autre enjeu. Non, mais c'est la machine qui a sorti ce résultat, c'est pas moi. Ok. Mais dans ce cas, cette déresponsabilisation, elle est catastrophique. À l'instant T, ça peut être pratique. Je veux dire, c'est pas moi, c'est... Mais si on regarde, et c'était aussi les enjeux du Laboria, oula, faut que je finisse. Si on regarde à 1 an, vous vous rappelez ce graphique qui montrait que les gens se rendaient compte qu'ils n'étaient pas remplaçables par la machine, en tous les cas que même si elle était là, ils avaient du travail autour. À 1 an, les résultats changent un peu. C'est-à-dire que oui, on se rend compte que les individus ne sont pas remplaçables. En revanche, la question de « mais il a quel sens mon boulot ?»
elle remonte en âge. Et donc, ce sujet de la responsabilité au travail, si le travail est déresponsabilisant, alors la question de ça n'a pas de sens et je m'en vais, je fais autre chose ou je fais mal, ça va monter en flèche. Et donc la responsabilité, elle est importante. Et puis la question de la surveillance est aussi un sujet, parce que là encore, ça crée des problématiques gigantesques. Un vrai exemple, hein, de dire, il n'y aura de collaboration avec la machine que si on est certain que ce n'est pas un outil de surveillance. Là aussi, des banquiers nous disaient, en fait, on est obligé de répondre au téléphone. Les conseillers d'administration, on est obligé de répondre au téléphone. Y compris quand on va aux toilettes, on doit garder le casque. Parce que si jamais on ne répond pas, on est appelé par la supervision qui dit pourquoi tu n'as pas répondu à un appel, tu dois répondre aux appels. Et tout. Donc, c'est l'enfer. Le seul moment où on peut ne pas répondre, c'est quand on est en rendez-vous avec un client. Donc, par conséquent, on s'invente des faux rendez-vous. On met des faux rendez-vous. Comme ça, on peut travailler sur le dossier de monsieur machin. Donc, on met rendez-vous avec monsieur machin. Je peux travailler sur son dossier. Je ne suis pas obligé de répondre au téléphone. Donc, si c'est un objet de surveillance, ça sera contourné. Et donc, ça ne marchera pas. Et donc, ça buggera. Et donc, les indicateurs de performance seront à côté. Donc, bref, tout est faussé. Donc, si c'est un outil de surveillance, c'est perdu. Et c'est ça, en fait, les questions, si on doit commencer une discussion, c'est par là qu'il faut en passer. Voilà, pardon, j'ai parlé trop. Pardon, oui. Ça, c'était on revenait sur les différents sujets que j'ai évoqués. Mais en tous les cas, voilà quelques clés pour pouvoir fabriquer. Alors, cette slide, c'était celle d'Emmanuel, mon collègue qui avait fait la précédente intervention. Normalement, j'avais changé. Bon, c'était Emmanuel. Vous pouvez aussi contacter Emmanuel. Mais voilà. C'était, je crois, important de poser ces différentes clés pour justement entrer dans la machine et en faire ce que l'on veut pour qu'elle nous augmente pour de bon. Mais là est le débat, et là est l'enjeu de combat du monde du travail, où on a cru qu'on avait repris le pouvoir sur la machine, qu'on avait civilisé le travail, et de fait, le travail des enfants c'est fini, de fait on n'est plus esclave de la machine. L'explosion de l'intelligence artificielle et des objets logiciels montre qu'il va falloir se battre à nouveau, et dans des cadres différents. Et finalement, le combat pour un travail émancipateur n'est jamais fini. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.